Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro. Alors dans cette émission, dans On se dit tout, on fait souvent le point sur le développement professionnel, sur l'amélioration des compétences et cela passe par la formation professionnelle. Alors quelle est la part de responsabilité du salarié dans sa formation et quel est l'apport supposé de la structure qui l'emploie? Toute une discussion nous attend aujourd'hui avec deux spécialistes. À tout de suite pour les détails. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, Madame Zahra. Vous êtes présidente de l'Association des bureaux de conseil et formation et consultante également. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Alors, on va essayer vraiment de détailler plusieurs points autour de cette thématique de la formation professionnelle, formation continue, nécessité ou luxe en 2018. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec vous. Mais d'abord, continue, c'est la continuité. Donc, on a fait une formation initiale, on a trouvé un travail, on a trouvé un deuxième travail. Et donc, du coup, nous avons des objectifs tout au long de notre vie professionnelle. Et donc, nous avons besoin de renforcer nos capacités. Donc, la formation continue vient comme un outil indispensable, et pas de luxe, et je dis bien indispensable, pour accompagner ses collaborateurs à accompagner aussi ce changement perpétuel dans une entreprise, parce qu'une stratégie, aujourd'hui, elle change continuellement. Il y a des aléas, il y a des risques, et il y a des besoins au quotidien. Et donc, ça, c'est le premier point de la formation continue, c'est ce renforcement de capacité et cette amélioration de compétences. Maintenant, comme vous avez dit, est-ce que c'est sur deux domaines? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on est aussi sur la multicompétence. Je peux être dans un poste, par exemple, en marketing, mais au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, c'est bon, j'ai envie de faire autre chose. Peut-être aussi dans ma gestion de carrière, j'ai besoin de faire autre chose. Donc, peut-être que les responsables ressources humaines, dans la gestion de carrière, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, donc on peut développer ou faire des passerelles pour développer certaines compétences pour changer de poste, changer de carrière, changer de voilà. C'est un outil vraiment super important et primordial donc pour n'importe quelle entreprise, puisque nous gérons des hommes, nous gérons des compétences, nous gérons des capacités pour pouvoir atteindre des objectifs. Les objectifs, on ne les atteint pas comme ça. C'est ça. Voilà. Et en fait, on va dire qu'aujourd'hui, la formation continue, corrigez-moi si je me trompe, c'est en quelque sorte cet outil qui va permettre cette flexibilité, cette adaptabilité des compétences dans un monde qui est en pleine effervescence et en pleine évolution. Et bon, c'est vrai que les choses ont changé. Il y a encore quelques décennies, eh bien, quand on arrivait dans une entreprise, on avait un travail, on pouvait le garder jusqu'à l'âge de la retraite. Et les choses étaient comme ça, les choses étaient figées. Maintenant, le mouvement s'impose à l'entreprise. Alors, pour accompagner dans la formation, vous le dites, c'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. Il faut des plans de formation. On ne choisit pas des formations au hasard parce qu'on a un budget formation à liquider. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est bien ça? Tout à fait. Et ça fonctionne comment, cette ingénierie de formation? Est-ce qu'il faut être ingénieur pour ça? Au départ, il faut être formé à faire de l'ingénierie de formation. On ne fait pas une ingénierie de formation comme ça. Donc, il faut aussi avoir des compétences et des capacités pour pouvoir faire cette ingénierie-là. Et c'est pour ça qu'il y a des consultants et il y a aussi des responsables ressources humaines internes qui font ce travail parce qu'ils sont formés par rapport à cette ingénierie de formation. Donc, tous les responsables ressources humaines ne sont pas forcément, parce qu'ils ont étudié ça, enfin, qu'ils ont étudié les ressources humaines, ne sont pas forcément qualifiés à établir une ingénierie de formation? Au départ, non, mais ils apprennent sur le tas. Voilà, ça dépend aussi de leur cursus. Exact. Vous savez, on va parler pratico-pratique. C'est ça, voilà. bien sûr. Donc, oui. voilà. Donc, quand on est dans une entreprise, soit il y a deux manières de faire. Soit on fait une ingénierie en interne, soit on appelle un cabinet de l'extérieur pour nous faire cette ingénierie. Okay. Donc, il y a le choix. Quand on a un cabinet externe, donc il accompagne cette responsable ressources humaines qui ne l'a jamais fait, par exemple. Donc, il peut l'accompagner la première année, la deuxième année, et puis la machine est rodée. Donc, c'est sa formation à elle, justement. Oui, c'est sa formation à elle. Et donc, elle commence à être beaucoup plus à l'aise à faire ce genre de choses. Pour d'autres entreprises, pour des choix stratégiques aussi, on préfère que ce soit la responsable ressources humaines qui le fasse. Donc, il y a des personnes qui sont formées et d'autres qui ne sont pas formées. Et que par la force des choses, ils apprennent. Ils le font au départ un peu maladroitement, mais après, ils le font trop bien, très bien, et après, c'est parfaitement bien. Donc, voilà, il n'y a pas de règle.
D'accord. En tout cas, je ne sais pas ce que... Alors, il faut surtout Des savoir. formations. Alors, avant d'arriver aux formations, déjà, cette ingénierie, ce besoin, parce qu'il faut, il faut comprendre le besoin, il faut le détecter, il faut le formaliser par la suite par un livrable qui est le plan de formation. Tout à fait. Et donc, c'est un processus que les personnes doivent savoir, les chefs d'entreprise d'abord, et je vous rejoins parfaitement, c'est qu'on a un responsable administratif et on lui dit, un RAF, et on lui dit fais l'ingénierie de formation. On a une responsable ressources humaines qui fait beaucoup de choses mais qui n'a jamais fait d'ingénierie, on dit fais-toi l'ingénierie de formation. Et donc du coup, cette personne, elle apprend sur le tas et ça la stresse, mais bon, c'est une bonne école aussi sur le tas. Mais ça coûte aussi aux entreprises. Ça coûte parce que ça coûte de l'argent. Et parce que, bon, là, on parle de formation quasi de groupe, mais certains spécialistes recommandent aussi la formation individuelle. Bien sûr. Donc, en fait, une formation à la carte. Donc, en fait, c'est véritablement aller encore plus dans le détail du besoin du collaborateur et de l'entreprise. Oui, de toute façon, il faut savoir que quand on fait l'ingénierie de formation, on le fait individuellement. Déjà. D'accord. Déjà, alors, on va y aller. Oui. Justement, ingénierie de formation, comment ça fonctionne? Alors, d'abord, on commence par la direction générale. On doit aller voir les orientations stratégiques de l'entreprise, du DG. Donc, quand on parle de stratégie, il faut savoir quelles sont ses priorités. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut, je ne sais pas, pénétrer un marché africain. Il veut faire, je ne sais pas, développer son je ne sais pas, un département X. Il veut créer un nouveau produit. Donc, déjà, on prend les... Après, on va nous-mêmes, donc on va travailler ça et on va aller chercher les objectifs opérationnels qui sont déduits. Restons sur l'exemple de pénétrer un marché africain, puisque on va dire c'est la grande tendance du moment. Très bien. C'est quoi? C'est travailler avec les compétences locales, nationales, aller voir ce qui se passe dans ce pays-là. Alors justement, c'est en travaillant sur les objectifs opérationnels qu'on va comprendre qu'est-ce qu'il veut faire. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'il veut faire, il y a aussi ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'il a comme moyen, qu'est-ce qu'il a comme compétences déjà, et qu'est-ce qu'il a comme moyen financier, donc technique, financier, humain. Et à partir de là, nous, on consolide tout pour faire sortir. Alors avant ça, on fait des écarts post-profil, avec les fiches de poste, ce qu'il fait, et puis le référentiel métier de chaque poste, ce qui est demandé. Et à partir de là, on fait sortir les écarts, le gap. Et une fois on a ce gap-là, on va aller aussi le comparer avec les dysfonctionnements que nous avons au niveau organisationnel. Et là, on fait sortir un plan de développement par département. Et c'est juste là où on va faire sortir un plan de formation par personne. C'est ça. C'est tout un processus. C'est vraiment un cumul. Pour répondre à ta question, pour que nos spectateurs comprennent, quand il veut aller sur un marché africain, donc on va analyser d'abord sur quel marché il veut, quelles sont les conditions et les contraintes de ce pays, est-ce que nous avons les compétences internes, est-ce que nous avons un département export au Maroc? Si on l'a, donc on va évaluer les compétences de ces personnes-là, on va voir si par exemple elles parlent les mêmes langues. En Afrique, on a toutes ces choses-là. Voilà. Est-ce qu'on va aller voir l'Afrique francophone aussi, oui, anglophone. Donc on travaille avec eux un accompagnement aussi culturel, interculturel. On va voir est-ce qu'ils comprennent un peu les processus, par exemple d'export. Il y a plein de choses. La commercialisation, parce que par exemple la distribution, est-ce qu'on va faire une distribution produit? Est-ce que ce sont des personnes qui maîtrisent le circuit de distribution? Est-ce que ce sont des personnes qui maîtrisent par exemple le commerce international, les Incoterms, tout ça. Charge de marché non plus. Non, alors écoutez, donc il y a aussi une réalité, il faut le dire. Il y a entre notre professionnalisme, donc il faut, parce que nous restons entre le marteau et l'enclume. Nous sommes des professionnels, mais nous sommes aussi des businessmen et des businesswomen qui doivent faire gérer une boutique. Parce que finalement, c'est une boutique. Ça. Donc du coup, quand on vient avec les normes, voilà ce qu'il faut faire, pas toujours, mais souvent, on a ce retour du client, non, on ne veut pas ça, on veut ça. On peut lui dire ce qu'il faut faire la première fois. Alors, ils ne veulent pas tout ce processus, c'est trop long pour lui. Il y a des clients qui ont des plans de formation qui sont prêts. C'est-à-dire le livrable que toi, tu vas livrer à la fin, lui, il l'a déjà. Il me dit, parce que je vais vous dire ce qu'ils font en entreprise. Ils ont des questionnaires. Ils envoient les questionnaires en entreprise, en interne. Chaque chef de département doit remplir ce questionnaire-là avec les besoins qu'il voit lui. Donc, il devient son propre ingénieur de son département, qui est quelque part important et logique, puisqu'il connaît ses équipes. Donc, il fait remonter ses besoins. On fait donner les mêmes questionnaires aux N-1 et aux N-1 qui eux-mêmes remplissent. Donc, chacun dit quels sont mes besoins. Parfois, il y a des personnes qui ont un problème de communication, mais il ne te mettra jamais que j'ai un problème de communication, mais il va mettre master en finance parce qu'il a envie d'une carrière, ce qui est tout à fait aussi logique. Donc, on va regrouper tout ça. En fait, ça dépend aussi de la nature des chefs de département. Donc, ils vont regrouper tout ça, ils vont tout envoyer
à la responsable ressources humaines qui elle-même va tout dépouiller, tout regrouper, tout mettre dans un fichier Excel, faire sortir. Et parfois, on a la même thématique, mais qui n'a pas le même intitulé, mais c'est la même chose. Et donc, ils vont vous dire, écoutez, vous faites quoi? Vous êtes management, commercial, très bien. On a cette thématique, faites-le. Quand vous venez, donc nous, on arrive, on n'a pas fait cette ingénierie de formation, on arrive pour faire le cadrage, on trouve qu'il y a un grand décalage entre cette thématique et le terrain. C'est ça. Mais c'est très difficile de corriger tout ça. Parce que déjà, le plan est déjà déposé au niveau de l'Office de formation professionnelle. Il a été validé par différents intervenants. Et donc là, c'est quand est-ce que nous réussissons notre mission? Quand on a un interlocuteur averti et qui nous écoute. Ça, on peut travailler très, très bien. Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qui fait que justement, on vient avec un plan tout fait et on vous demande de l'exécuter? C'est une stratégie peut-être. C'est une stratégie. Puis bon, il ne faut pas oublier aussi que dans le cadre des contrats CSF, donc les contrats spéciaux de formation, les plans de formation doivent être remis à fin juin. C'est la date. Donc vous comprenez que quand une entreprise a 6 mois pour pouvoir faire ça sur l'année 2018, donc il lui reste 6 mois quand le plan de formation est déposé, à temps normalement. C'est pas aujourd'hui l'apanage de toutes les entreprises. Il ne lui reste plus que 6 mois pour réaliser son plan. Alors que normalement, ils n'ont pas 6 mois, ils ont 1 an. Sauf qu'ils ne commencent, voilà. Par exemple, ils ne commencent à le faire qu'une fois que le deadline approche. Janvier, février, mars. Une validation par une instance? Oui. Non, oui. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en entreprise, toute cette ingénierie de formation qui doit être réalisée, donc en règle générale, après les entretiens annuels d'évaluation, en fin d'année, puisque c'est là qu'on détecte aussi les besoins et tout. Tout à fait. Donc, qui doivent être faits normalement, avant on va dire, fin d'année, début janvier, on va dire. C'est ce qui est l'idéal. C'est ça? Oui, mais justement. La pause, j'ai eu ici sur ce plateau. En fin mars, c'est trop long. C'est trop long. Normalement, c'est fin décembre. Fin décembre, parce que. Mais on m'a dit ça peut traîner jusqu'à fin mars. Ça peut traîner jusqu'à fin mars d'après. Tout traîne après. C'est juste, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a quand même des entreprises, fin décembre, les premiers jours de janvier, les entretiens annuels sont déjà réalisés. D'accord. Donc à partir du moment où c'est réalisé, l'ingénierie est faite, on peut déposer son plan de formation courant janvier. Donc ça laisse quand même 11 mois. Et qui doit valider ce plan de formation? Au niveau de l'entreprise. C'est ça. Mais, ça dépend. Ça dépend si on fait passer le plan de formation au niveau de l'Office de formation professionnelle pour être ce qui est un système de subvention par l'État qui rembourse 70% jusqu'à 80% si on a fait une ingénierie, on a fait un diagnostic stratégique avant, de remboursement quand même de frais de formation, chose qui est extraordinaire aujourd'hui. Maintenant, on a cette possibilité-là, mais il y a un système derrière, des procédures. Alors, juste pour donner un autre chiffre, il y a 2%. Et un respect de délai, peut-être. Un respect de délai. Aujourd'hui, pourquoi on se pose la question? Pourquoi l'État nous donne la possibilité de récupérer 80% de notre budget formation? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi Parce qu'on n'a que 2% d'entreprises marocaines qui bénéficient de ce système. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un système lent. Les remboursements sont bon, là, je vais pas. Donc voilà, les remboursements sont. Les dossiers sont très en retard. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique, c'est une bureaucratie, sauf qu'il y a un changement qui se fait depuis une année. Il y a une ancienne équipe avec de nouvelles procédures, une nouvelle organisation. Ça commence à se dérouiller. Voilà, et ça devient beaucoup plus fluide. Il y a une meilleure communication. Avant, les entreprises ne pouvaient pas communiquer avec l'Office. Aujourd'hui, ils communiquent. Il y a une équipe. Franchement, il y a Vous, sur le terrain, vous sentez que ça bouge beaucoup plus? Oui, tout à fait. Pour donner une information aux personnes qui nous suivent, c'est quoi ces 80%? C'est le droit de l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, paie une taxe professionnelle. D'accord? C'est 1,6% de chaque salaire. Donc, ça va donc à la CNSS. 70%, donc, les 30% de cette masse-là, c'est un budget de formation. Donc, l'entreprise a le droit de récupérer ces 30% pour son budget formation. Mais il faut qu'elle fasse bénéficier, bien sûr, ses salariés de ces formations. Oui, c'est ça le but.